Mais où sont passés les climato-sceptiques? Je suis absolument pas climato-sceptique. Ces personnalités qui contestent le réchauffement climatique se font plus discrets, car en période de canicule à répétition, nier l'évidence, quand il fait 40 degrés à l'ombre, ça devient compliqué. Ces sceptiques n'ont pas disparu. Ils et elles ont simplement changé de méthode, comme l'ont montré Marine Le Pen et Pascal Praud, qui ont un point commun assez frappant. Non, pas seulement leur obsession pour l'immigration, l'insécurité ou l'islam. Sur le climat aussi, Le Pen et Praud ont pratiqué la même pirouette. Dire aujourd'hui le contraire de ce qu'ils suggéraient hier. On l'a dit 10 000 fois, il ne s'agit pas de nier le réchauffement climatique. Tout comme Marine Le Pen, qui elle aussi ne serait pas climato-sceptique. Je suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas. En aucun cas, vraiment, car dans les archives, celles qui reviennent au mauvais moment, l'Avare a trouvé une Marine Le Pen, candidate à sa première présidentielle, douter de la réalité du réchauffement climatique. Voilà, nous avons vécu ici des étés particulièrement ensoleillés. C'est pour ça que je finis par me poser la question de savoir si je suis totalement convaincu par le réchauffement climatique, parce que j'ai des souvenirs d'été ici extrêmement chauds et ensoleillés, et depuis quelques années, c'est moins le cas. La méthode est la même chez Pascal Praud. Surtout, ne pas nier officiellement, mais glisser le doute en douce avec une petite ironie d'apparence inoffensive, comme si le climat se résumait à la température du matin dans les Yvelines. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Aucune valeur négative n'avait été observée en plus de 75 ans. Moins 1 degré hier à 3. Attention, sujet sensible. Même mécanique, un clin d'œil, une insinuation, une plaisanterie qui n'en est pas tout à fait une. Et sous couvert d'humour, on suggère que le réchauffement serait discutable, qu'il faudrait rester prudent, qu'on nous ment peut-être un peu, sauf qu'en matière climatique, cette fausse prudence porte un nom, la désinformation. Dans cet épisode, on va donc s'intéresser à ces marchands de doutes climatiques, à ces bonimenteurs du thermomètre, à ces gens qui brouillent le débat climatique, qui le tordent, qui le maquillent, bref, à ceux qu'on pourrait appeler les arnaqueurs du climat. Mais d'abord, ce message important du média pour vous rappeler que pendant que des milliardaires contrôlent toujours plus le pouvoir médiatique, les médias indépendants, eux, luttent pour continuer d'exister. C'est le cas du média qui doit absolument atteindre 10 000 donateurs mensuels d'ici fin juillet. Sa survie en dépend. Alors, pour sauver le média, abonnez-vous, si vous le pouvez, à l'adresse affichée à l'écran. Grâce à vous, le combat pourra continuer. De qui se moque l'extrême droite? Est-ce un effet secondaire des fortes chaleurs, une sorte d'amnésie thermique? Parce qu'à écouter certains cadres du Rassemblement national, on découvre soudain un parti politique très préoccupé par le réchauffement climatique, très attentif aux alertes scientifiques, presque impatient de nous expliquer qu'il fallait agir depuis longtemps. Ce qui m'interpelle beaucoup, parce que ça fait longtemps qu'on nous parle, à juste raison, du réchauffement climatique, c'est l'incapacité de l'État, des gouvernements, à prévoir, en tous les cas, à organiser les choses en fonction de ces canicules répétées. Il fallait avoir la capacité de se projeter, puisque ça fait longtemps qu'on a des rapports, notamment ceux du GIEC qui nous parlent de réchauffement. C'est tout de même étonnant, le RN cite donc désormais le GIEC comme un argument d'autorité. Le GIEC, rappelons-le une bonne fois pour toutes, n'est pas un organisme militant, c'est le groupe d'experts intergouvernemental dédié à l'évolution du climat, autrement dit l'instance qui synthétise l'état des connaissances scientifiques disponibles. Mais si Sébastien Chenu s'appuie sur ces rapports, il semble avoir oublié que son camp a longtemps regardé le GIEC avec beaucoup de distance. En 2022, Marine Le Pen, elle, ne parlait pas du GIEC avec autant d'enthousiasme. La candidate à la présidentielle prenait au contraire ses distances avec ce qu'elle appelait de prétendus enjeux globaux. Voilà une archive encore cruelle pour le RN. Emmanuel Macron a annoncé qu'il doublerait la contribution française au Fonds vert sous l'égide de l'ONU. C'est très précisément le type de pratique auquel je renoncerai. La question environnementale internationale par nature ne constituera pas l'alpha et l'oméga de ma politique étrangère,
Un travers asphyxiant pour l'outil diplomatique français est de concentrer sur de prétendus grands enjeux globaux définis par telle ou telle agence de l'ONU ou, par exemple, par le GIEC. Or, la diplomatie française doit être orientée non en direction de prétendus grands enjeux globaux, féministes ou environnementaux, mais vers la protection et la promotion des intérêts de la France, quels qu'ils soient, dans le monde. Le mot à retenir ici, c'est prétendu. Marine Le Pen ne le dit pas une fois, mais plusieurs fois. De prétendus grands enjeux globaux définis par le GIEC. Prétendus grands enjeux environnementaux. C'est une manière de délégitimer le GIEC, de le rabaisser. Et voilà qu'aujourd'hui, quand les canicules s'installent, le même parti politique se met à invoquer le GIEC pour reprocher aux gouvernants de ne pas avoir suffisamment anticipé. Disons que l'hommage est un peu tardif. Et puis, il y a Marion Maréchal, la nièce, qui propose, comme sa tante, un grand plan de climatisation avec, au passage, un argument technique censé discréditer les énergies renouvelables. Selon elle, solaire et éolien seraient incompatibles avec le nucléaire. Vous le voyez bien à travers la climatisation, c'est la question de l'approvisionnement énergétique. Et là, c'est vrai qu'il y a un grand choix de société à faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à aller, d'ailleurs, sous la pression de l'Union européenne, et on travaille pour inverser cela vers de plus en plus de renouvelables avec des taux de productivité insatisfaisants, un coût qui est là encore très important et une forme d'incompatibilité même technique avec le nucléaire, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bon, on ne va pas revenir dans le détail, mais on est obligé d'arrêter ponctuellement les centrales pour permettre au flux du renouvelable de passer. Le gestionnaire du réseau électrique français dit l'inverse. RTE explique au contraire que l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables ne se concurrencent pas, que le système est fondé sur leur complémentarité et qu'il n'existe pas de scénario où l'on arrêterait les réacteurs pour faire passer le solaire. Arrêter ponctuellement les centrales pour permettre au flux du renouvelable de passer. Il n'y a pas de risque qu'on arrête tous les réacteurs nucléaires à un moment pour faire passer le solaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça, l'exploitation d'un système électrique. Et on est à même d'envoyer des ordres aux différentes centrales de production, qu'elles soient nucléaires, thermiques ou renouvelables, pour leur demander de moduler et de rester dans le gabarit d'un bon fonctionnement du système. La contradiction est presque mot pour mot. Marion Maréchal parle d'incompatibilité, RTE parle de complémentarité. Marion Maréchal dramatise une opposition entre les filières. RTE explique qu'un mix d'électricité nucléaire plus d'électricité renouvelable reste pour la France la solution la plus facile techniquement. Mais si l'extrême droite s'acharne autant contre le solaire et l'éolien, ce n'est pas une question technique. Leur argument ne vaut rien. C'est en fait une question idéologique. Le nucléaire leur plaît parce qu'il évoque la puissance, l'État, la centralisation, la grandeur industrielle française. L'éolien et le solaire leur déplaisent parce qu'ils évoquent Bruxelles, la régulation écologique, les subventions et une transformation visible des paysages que ce camp politique aime présenter comme une prétendue agression culturelle. En clair, derrière le débat énergétique, il y a un récit politique très simple. La nation virile d'un côté et le dogme vert de l'autre. Et ce récit ne date pas d'hier. Dans son programme présidentiel de 2022, Marine Le Pen proposait un moratoire sur l'éolien et le solaire, la suspension des subventions associées et le démantèlement progressif de l'éolien. Le texte parlait d'économie décarbonée, tout en s'en prenant à deux des principales filières d'énergie décarbonée. Une décarbonation, mais à condition qu'elle reste nationaliste, nucléaire, et surtout qu'elle ne ressemble jamais à une véritable transition écologique fiable. Sur le climat, l'extrême droite essaie aujourd'hui de paraître lucide sur les conséquences, mais elle continue de s'aborder sur le fond une partie des vraies réponses. Et puis, il y a CNews. Il faut le reconnaître, cette chaîne a un talent particulier. Dire qu'elle ne nie pas le réchauffement climatique
tout en donnant régulièrement l'antenne à ceux qui le relativisent, le contestent ou le vident de sa substance. C'est un grand classique. On commence par rappeler le consensus scientifique, puis on ouvre le plateau à ceux qui le fragilisent et on appelle ça du débat. Le dérèglement climatique est une réalité. À quel point est-il la responsabilité de l'homme ? Un sujet pourtant largement documenté par le GIEC. Mais le GIEC, à ces news, on n'aime pas trop, surtout les invités. Michel Onfray conteste régulièrement la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Christian Gérondeau est auteur de plusieurs ouvrages contestant les travaux du GIEC. Ou encore Catherine Bréchignac estime, elle, que le réchauffement climatique, ce n'est pas de la science. Il faut se souvenir de cette séquence hallucinante en 2019 où l'heure des pros lançait un débat sur un prétendu refroidissement climatique. Le procédé consistait à prendre un épisode local de froid sur un temps très court et s'en servir pour ridiculiser le réchauffement global qui se mesure sur le long terme et à échelle planétaire. C'est le b.a.-ba du confusionnisme climatique. Mais les climato-sceptiques, ils n'ont pas le droit de parler quand on veut faire une émission. Parce qu'il y a des gens qui, effectivement, il n'y a plus de climato-sceptiques. Si, il y en a beaucoup, madame. Ah non, mais il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous aimez, aimez comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes et je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde, on peut pas laisser dire ça. Il faut cultiver scientifiquement. Non mais ça va pas là. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal ? Mais la manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Ça fait 25 ans que je travaille avec des scientifiques, oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans, madame. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue. La chaîne a ainsi offert une grande exposition médiatique à des intervenants contestant la gravité du dérèglement climatique ou son origine humaine. Exemple avec François Gervais, reçu fin 2023 sur le plateau de Pascal Praud, expliquant qu'il y a toujours eu des catastrophes climatiques et qu'il n'est pas convaincu que leur fréquence augmente. Il n'y a pas d'urgence climatique. Le climat change, il a toujours changé. Donc pour vous, il n'y a pas de danger climatique ? Ah ben non, le plus ancien thermomètre du monde, il montre des fluctuations qui ont toujours existé avec la même amplitude que les fluctuations maintenant. On parle de dérèglement quand on voit, par exemple, un ouragan parfois, et des tempêtes. Oui, mais il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, ils sont plus rapprochés. Tout le monde, l'histoire des canicules, tout le monde dit qu'il y a toujours eu des canicules, mais elles sont plus rapprochées. C'est-à-dire qu'il y a plus d'événements climatiques de ce type, elles sont plus rapprochées, les incidents sont plus rapprochés. J'en suis pas convaincu. Mais... Sur ce sujet, il existe des données bien plus solides que des impressions de plateau. Et quand on cherche un peu de rigueur, il suffit parfois d'écouter les journalistes spécialisés plutôt que les polémistes ayant un avis sur tout. De 1947 à 2001, c'est-à-dire un peu plus de 50 ans, il n'y a eu que, si j'ose dire, 17 vagues de chaleur, alors que ces 25 dernières années, on a eu 35 vagues de chaleur. Ça veut dire plus du double en la moitié de temps. C'est cela la différence entre une expertise et une humeur. D'un côté, des séries longues, des relevés, des comparaisons, des tendances, et de l'autre, des opinions déguisées en libre pensée. CNews adore ça sur tous les sujets. Et parfois, la chaîne n'a même pas besoin d'invités pour produire de la confusion. Ses propres journalistes s'en chargent eux-mêmes. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Il y a deux choses à ne pas faire. Laisser les choses en l'état. Et deuxièmement, aggraver le mal en croyant soulager. Mais c'est faux ce qu'il dit, parce qu'il se réfère encore à l'idée reçue qui consiste à dire que la climatisation aurait un impact sur le réchauffement. D'abord, en France, l'électricité est relativement propre. Et beaucoup d'études ont montré que la clim ne rejette pas dans l'air suffisamment pour réchauffer une ville. En réalité, ce que montrent les études, c'est que les rejets de chaleur des climatiseurs peuvent effectivement augmenter la température extérieure dans des contextes urbains denses. Ça rejette de l'air chaud, donc ça crée des îlots de chaleur.
c'est vrai dans des contextes extrêmement précis. Toutes les études internationales le montrent. On observe un effet sur l'augmentation de la température extérieure à partir de 10 000 habitants au kilomètre carré. Et encore, c'est très localement. En fait, on voit que la température augmente à l'extérieur, à Tokyo, à Manhattan, dans les très grandes villes où on a, et encore pas partout, où on a des très fortes concentrations de 25 000 habitants au kilomètre carré. En 2024, l'Arcom a infligé à CNews une sanction de 20 000 € pour avoir laissé diffuser sans contradiction des propos contestant le rôle des activités humaines dans le réchauffement climatique. CNews est sanctionné parce que cette confusion est devenue une méthode, une ligne éditoriale, une ambiance permanente. Et dans cette mécanique-là, Pascal Praud joue un rôle central. Non, c'est pas une chaleur exceptionnelle. Il y a des coups de chaud à 30 degrés, comme il y en a régulièrement fin mai ou début juin. Le journaliste vedette de la Galaxie, Bolloré, ne parle pas du climat comme il le devrait, c'est-à-dire en partant d'un fait établi, à partir duquel on discute de solutions. Non, il ne se sert de la question climatique que pour lancer des controverses, animer des clashs et surfer sur le buzz pour booster ses audiences. Le problème, c'est qu'en matière de climat, ce petit jeu délétère ne produit pas la liberté intellectuelle dont Praud se revendique. Non, il produit surtout du retard politique à agir contre le dérèglement climatique. Et puis il y a un cas différent, plus délicat, parce qu'il ne s'agit ni d'une chaîne militante, ni d'un parti politique inflammable. Il s'agit d'un expert reconnu, François Gémen, dont la parole compte dans le débat public, parce qu'elle s'est construite sur une crédibilité scientifique réelle. Ces derniers jours, François Gémen a pris position pour faire évoluer le débat sur la climatisation. Son raisonnement est le suivant. En France, l'électricité est relativement décarbonée, les gaz réfrigérants les plus nocifs ont été interdits au niveau européen et les bénéfices sanitaires de la climatisation peuvent, dans certains cas, l'emporter sur les inconvénients. En France, la climatisation a un impact relativement limité sur le climat, en particulier parce que l'électricité est évidemment décarbonée. Donc, même s'il y a évidemment certains inconvénients, notamment les rejets locaux de chaleur, associés à la climatisation, il me semble que les avantages en termes de santé publique dépassent très clairement les inconvénients liés à la climatisation. Donc je pense qu'il faut vraiment faire évoluer ce débat, être pragmatique et assumer le fait qu'on change de paradigme. Mais le problème n'est pas ce qu'il dit aujourd'hui. Le problème, c'est ce qu'il disait il y a encore pas si longtemps, en soulignant que la climatisation peut nourrir un cercle vicieux. Plus de clim, plus d'empreinte carbone, donc plus de chaleur, donc encore plus de clim. On est aujourd'hui à peu près 1,5 milliard de climatisateurs dans le monde. On estime que ce nombre pourra atteindre jusqu'à 5 milliards d'ici 2050. Ça veut dire qu'il va y avoir un énorme enjeu, si on ne veut pas aggraver le problème, à essayer soit de décarboner les systèmes de climatisation eux-mêmes, soit à trouver d'autres moyens de ventilation. Et on pense notamment à une évolution des normes en matière d'architecture dans les bâtiments. Parce que la climatisation, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement, c'est un cercle vicieux. On sait que les climatiseurs ont une lourde empreinte carbone qui vont aggraver le problème et donc réchauffer encore davantage les températures. Il faut expliquer cette évolution, il faut la contextualiser et surtout, il faut dire d'où l'on parle. Car entre-temps, François Gémen a aussi vendu son image pour une vidéo promotionnelle pour l'entreprise Saint-Gobain, un publi-reportage tourné aux Émirats Arabes Unis où il vante les mérites des solutions de climatisation plus vertueuses. We need air conditioning in the building. It's crazy hot outside, but very cool inside. But what is amazing, Miriam, is that we don't hear the AC. How is that possible? Because we used Climaver, our high-performance acoustic duct solution. On n'est plus dans le domaine de l'expertise, on est dans ce qu'on appelle dans le greenwashing, quand une entreprise paye pour se donner une image plus écologique, plus flatteuse que la réalité de son activité polluante. Il s'agit plus précisément d'une forme de science washing. Une forme de science washing, c'est-à-dire d'une caution scientifique apportée à un produit ou à un procédé industriel. Moi, ce que j'ai fait, c'est pas de la science, c'est de la publicité.
C'est très précisément cette forme de publicité faite à un industriel jusqu'ici classé parmi les plus polluants qui lui est reprochée. L'un des anciens présidents du GIEC considère qu'associer l'image de l'institution environnementale à celle d'un grand émetteur de carbone est une erreur de jugement qu'il déplore. Si j'accepte en quelque sorte de prêter mon image à la promotion de certaines solutions, c'est parce que je pense que je suis un des rares chercheurs qui travaillent sur le climat et qui accepte de travailler avec les entreprises. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir aujourd'hui, si on veut vraiment trouver des solutions aux problèmes, dépasser cette approche manichéenne qui est en fait une approche très très puérile. Le décor compte ici autant que le discours. Les Émirats arabes unis restent un État pétrolier et l'électricité qu'on y consomme repose encore largement à près de 70% sur des centrales à gaz. D'autant que François Gémen lui-même dénonçait en 2022 les incohérences des gouvernements qui signent des accords énergétiques avec les Émirats, tout en demandant ensuite aux citoyens des efforts quotidiens. Quand le gouvernement signe un accord stratégique en matière d'énergie avec les Émirats arabes unis un jour et le lendemain va dire au magasin ne laissez plus la porte ouverte si vous avez la clim, ça donne l'impression qu'on rame dans des sens différents et c'est ça qui crispe le débat et qui fait que des mesures de petites restrictions aux libertés individuelles sont de moins en moins bien acceptées par les gens parce qu'ils se disent mais attendez, il y a l'éléphant dans la pièce, pourquoi est-ce qu'on va faire ces deals avec les Émirats arabes unis, pourquoi est-ce qu'on ne dit rien aux sociétés pétrolières, gazières et charbonnières et pourquoi est-ce que le poids de l'effort se reporte sur nous? C'est très important aussi, si l'État veut que ces mesures soient acceptées par les gens, qu'il donne l'impression de ramer dans le même sens qu'eux. Pourquoi reprocher hier aux responsables publics de ramer à contresens, puis accepter aujourd'hui d'apporter sa crédibilité à une communication d'entreprise dans un pays symbole de cette contradiction énergétique? Là, ce n'est plus seulement une évolution intellectuelle, c'est un changement de position dans l'espace public et donc dans le débat public. Quand François Gémen est invité pour trancher un débat très politisé sur les climatisations, les téléspectateurs devraient savoir qu'il ne parle plus seulement comme un ancien auteur de rapport du GIEC ou comme universitaire, mais il est désormais quelqu'un qui accepte de vendre son image à des entreprises dont les activités peuvent être néfastes pour le climat. Cela n'invalide pas pour autant sa parole, mais cela doit changer notre manière de l'écouter. Pourquoi est-ce qu'on va faire ces deals avec les Émirats arabes unis? Welcome to the United Arab Emirates. Les médias qui lui donnent la parole devraient faire preuve de transparence en disant clairement d'où leur invité parle. Les climatiseurs ont une lourde empreinte carbone qui vont aggraver le problème. We need air conditioning in the building. Alors pendant qu'on crève de chaud, où sont passés les climato-sceptiques? La réponse est qu'ils ne sont pas partis. Ils se sont tout simplement adaptés. Certains ont troqué leur négationnisme contre l'insinuation, d'autres ont rangé leurs doutes au placard, le temps de citer le GIEC parce que sur le moment cela les arrange. Dans cette histoire, il y a aussi ceux dont la parole reste précieuse mais qui s'exposent désormais à des conflits d'intérêts que le public devrait connaître. Pas pour tout rejeter, mais juste pour savoir, pour comprendre. Parce qu'au fond, le problème n'est pas seulement le mensonge climatique, c'est tout ce qui contribue à retarder ce qu'on doit absolument toutes et tous regarder bien en face. Car pendant ce temps-là, la chaleur, elle, ne débat pas, elle s'installe. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.